Paris, ville mondiale. Paris, ville lumière. Un consommateur d'énergie gigantesque. 3/4 sont fournis par les centrales nucléaires. Comment était la situation autrefois? Comment les Parisiens se chauffaient-ils? La réponse est simple, avec du bois provenant des forêts environnantes, en quantité gigantesque, jusqu'à ce que tout, mis à part les forêts du roi, soit abattu. Et c'est ainsi que Paris connaît un grand problème au XVe siècle. Bois de chauffage et bois d'œuvre. De nouvelles sources doivent être exploitées. À 200 km au sud, il y a assez de bois. Dans les forêts du Morvan, une chaîne de montagnes moyenne avec des pics jusqu'à environ 800 mètres. Mais comment peut-on acheminer le bois jusqu'à Paris? Ici, l'Yonne, une rivière qui prend sa source dans le Morvan, et ici, Clamecy, une ville française ordinaire, comme on en trouve le plus souvent à la campagne, avec de vieilles rues sphériques, ces maisons à colombage vieilles de plusieurs siècles et une église frappante. Ok, l'église est belle, mais on ne va pas spécialement à Clamecy pour la voir. Ici, le logo actuel de la ville, l'image du flotteur sur le pont. Le flotteur de bois qui, pendant des siècles, a défini l'histoire de Clamecy. Gilles de Flacé et Jean Rouvet étaient au berceau de ce qui s'appellera plus tard la flotterie. En creusant la petite rivière la Cure, il doit être possible, selon eux, de transporter le bois provenant du Morvan à Paris. Et en 1547, il commence le travail. Ça continuera pendant 400 ans. Chaque année, le 1er novembre, à la Toussaint, se déroule à Château-Chinon le marché du bois. Les marchands de bois qui ne viennent pas du Morvan peuvent marchander sur le bois qui est toujours debout dans les forêts. Ensuite, la coupe a lieu jusqu'à mi-avril. Surtout le hêtre et le chêne ne sont pas épargnés. Ils sont abattus et sciés en bûches, blocs de 1,14 m, parce que les marchands de Paris les désirent dans cette dimension. Chaque bloc porte la marque du propriétaire qui est enfoncé avec un marteau spécial. Dans le musée, on peut encore voir de tels marteaux. Des listes indiquent précisément à qui appartiennent les marques. Depuis Rouvet, soit depuis le XVIe siècle, tout le flottage est soigneusement réglé par de nombreuses exigences et réglementations. Entre-temps, le petit flot commence dans la forêt. L'eau qui est d'abord arrêtée dans les étangs est soudainement libérée. Puis, les troncs sont hasardeusement et rapidement jetés dans l'eau. Ils flottent à travers les nombreux petits cours d'eau du Morvan, conduisant alors naturellement à l'Yonne. Comment ça, naturellement? Avec de longs bâtons, les escorteurs doivent libérer la route pour les blocs qui peuvent parfois obstruer lourdement le passage. Le bois parcourt 80 km dans les 24 heures. Là, toutes les bûches sont arrêtées par un barrage. Hommes, femmes, enfants, tout le monde devra se remettre au travail pour sortir les troncs de l'eau
et les strier en fonction de leur marque. Jusqu'ici, peut-être rien de spécial. Mais alors, les radeaux de bois sont construits, les trains de bois. Ils sont assemblés très précisément, groupés à l'aide de branches lisses. 4 mètres de large, 1 mètre sous l'eau et surtout environ 75 mètres de long. L'attache des pièces entre elles est lâche de sorte que les radeaux puissent naviguer aussi à travers les courbes de la rivière sinueuse. L'eau dans l'Yonne n'est pas toujours suffisante. Par conséquent, on a créé partout en route des écluses d'aiguilles, nommées pertuis, qui régularisent l'alimentation en eau. Un tel pertuis se compose d'un passage contre lequel toute une série de barres prend appui. 2 mètres sous l'eau, elles sont poussées par le courant contre le fondement. S'il y a assez d'eau, toutes ces barres doivent être sorties à grande vitesse et la passerelle doit être repoussée à côté. Le résultat est un flux important où le radeau flotte, à répéter à chaque écluse 80 fois au total. Et donc, les flotteurs vivant sur leur radeau voyagent en 11 jours de Clamecy à Paris. Là, les trains sont déliés, les bois mis sur la rive et empilés vers le haut sur les chantiers, jusqu'à ce qu'ils soient vendus et terminent leur vie dans le feu de l'âtre. Et les flotteurs, ils ont la permission de rentrer à pied dans leur village, ce qui prend environ 3 semaines. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le flottage tire à sa fin. Tout d'abord, la distance jusqu'à Paris est raccourcie par le canal du Nivernais, si bien que les radeaux de bois ne doivent naviguer que 110 km. Cependant, les péniches prennent rapidement le relais des cargaisons de bois. Dès que l'industrialisation est bien en cours, le charbon, le train à vapeur reprennent alors le rôle du bois. En 1924, le dernier radeau navigue sur la rivière. La question demeure. Comment pouvons-nous regarder ces films en couleur de cette tradition disparue ? C'est très simple, parce qu'en 2015, le flottage est célébré largement à nouveau. Une fois de plus, les radeaux font le voyage à Paris. L'histoire revécue. Attraction sophistiquée pour les touristes. Probablement les deux. De toute façon, on triche un peu ici et là avec l'histoire. Passé est passé. Celui qui veut encore faire l'expérience de la vraie histoire doit aller au musée de Clamecy, qui, dans une large mesure, est dédié à ces trains de bois.